Nos médecins sont mal payés, ils sont sous-payés. Il manque des centres de formation pratique. On ne pourra pas se développer avec l'aide extérieure. Je dis non. Mais par contre, là où la diaspora peut intervenir, dans la formation, c'est dans la formation. Tous les Camerounais ont droit aux soins de même niveau et de même qualité. C'est les enfants du pays qui développent leur médecine. Et nous pouvons le devenir. On a une diaspora. Le seul problème, il faut accueillir cette diaspora. Incompétent, commerçant, charlatan. Voilà les termes utilisés pour qualifier nos médecins en Afrique. Vous êtes sûrement tombé sur le dernier reportage d'Alain Foka qui mettait en lumière les failles de nos systèmes de santé africains et je dois vous avouer que j'étais plus que choquée. Entre manque de matériel, de plateaux techniques et le médecin qui est littéralement réduit à un état de mendiant, nous posons naturellement la question de comprendre est-ce que ces personnes qui sont censées s'occuper de nous sauver la vie, méritent vraiment d'avoir ce titre-là. Bonjour à tous, moi je m'appelle Carly Cabrel, je suis une étudiante en médecine en Allemagne et je suis originaire du pays qu'on appelle le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le docteur Rodolphe Fonkwa, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre non seulement la situation actuelle, mais aussi les démarches mises en place pour améliorer la situation actuelle. J'espère qu'ensemble, à travers les questions posées, sans filtre, nous allons essayer de trouver un espoir quelque part afin d'avoir un avenir meilleur pour notre système de santé au Cameroun. J'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner sur le plus de contenu du genre et on y va. We've been blessed from above. Bonjour Dr Fonkwa. Pouvez-vous dans un premier temps vous présenter? Pour me présenter, que dire, je suis un septuagénaire, médecin. J'ai une structure privée à Douala qui date d'environ 35 ans, la Polyclinique Idumet. Je suis président de l'Ordre national des médecins depuis bientôt 1 an. Comment expliquez-vous la fuite massive de nos cerveaux? Depuis 3 ans, bientôt 4, l'État du Cameroun, soumis aux fourches du FMI, ne recrute plus. Et pourtant, nous formons chaque année environ 1000 médecins, c'est-à-dire 750 de façon endogène et environ 250 qui viennent de l'extérieur. Or, le plus gros employeur qui est l'État n'embauche plus. Donc, voilà la première explication, si on peut le dire. Nous formons des médecins, mais on ne les utilise pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller monnayer leurs compétences ailleurs. Mais il y a un autre problème un peu plus profond, c'est la rémunération des médecins. Nos médecins sont mal payés, ils sont sous-payés. Nous sommes les moins payés de toute la sous-région Afrique centrale. Évidemment, les enfants vont là où ils sont bien rétribués et ça explique également ce qui expliquerait cette fuite de cerveau. Donc, on peut dire qu'il y a 2 facteurs conjugués. Le premier facteur qui est un problème endogène et je pense que c'est un problème transitoire, c'est-à-dire que dès qu'on aura fini avec le programme du FMI, l'État, le premier employeur, va se remettre à réembaucher. Et puis maintenant, le deuxième problème, il faudrait qu'on améliore les revenus des médecins pour pouvoir les garder sur place. Alors, si je comprends bien, parce que ça rebondit sur une autre question que je voulais vous poser, de par le taux croissant de chômage de médecins au Cameroun, selon vous, la solution serait d'augmenter les salaires des médecins? Non, non, c'est très simple de le dire. Je dis, le chômage que nous observons aujourd'hui, je l'appelle d'ailleurs un chômage paradoxal parce que en réalité, nous avons d'énormes besoins en médecins. Il y a de très nombreux déserts médicaux dans notre pays. Si nous continuons à produire environ 1000 par an, il nous faudrait 15 à 20 ans pour combler nos besoins. Donc, je parle d'un chômage paradoxal parce que, voilà, on ne peut pas embaucher et pourtant on a des besoins. Non, je dis que notre pays traverse actuellement des difficultés économiques. Et nous pensons que si ce programme est résorbé, on m'a dit peut-être d'ici l'année prochaine, le programme arrivera à son terme, l'État, le premier
employeur va se remettre à réembaucher. D'accord. Il y a d'autres pistes, hein. Peut-être que tout à l'heure vous me le demanderez. L'exercice illégal de la médecine fait énormément du mal à la profession. Et là également, il y a des possibilités de résorber ce chômage par ce biais. Et qu'en est-il de nos déserts médicaux? Oui, je crois qu'il y a, comme je le disais, de très, très, très grands déserts médicaux dans notre pays. J'ai suivi il y a environ un mois. En Côte d'Ivoire, ils ont réussi le tour de force à ramener le périmètre qui sépare un médecin d'un autre à 5 km. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, tous les 5 km, tous les 5 km, vous pouvez avoir affaire à un médecin. Dans toute la Côte d'Ivoire? Toute la Côte d'Ivoire. Wow. Et chez nous, je crois qu'on peut ramener cette moyenne à 10 ou 15 km, ce qui est énorme. Donc, effectivement, du coup, ça pose un problème de couverture sanitaire ou alors d'égalité de chance pour les populations à accéder aux soins de bonne qualité. Ça pose énormément de problèmes. Donc, je crois que s'il y a des priorités, ce serait l'une des plus grosses priorités, c'est-à-dire occuper ces déserts médicaux. Il m'est également arrivé à constater, en saison de pluie l'année dernière, l'évacuation d'une dame de Konjok vers Bafan, et qui a d'ailleurs accouché en route. Elle n'a pas pu arriver à Bafan, elle a accouché en pleine boue, sous la pluie. S'il y avait des structures à Konjok, cette dame aurait été prise en charge correctement, etc. Mais Dieu merci, l'enfant se portait bien. D'accord. Donc, l'enfant se porte bien. Non, en réalité, il faut combler ces déserts médicaux, c'est important, c'est juste, et tous les Camerounais ont droit aux soins de même niveau et de même qualité. Comment luttez-vous contre les inégalités d'accès aux soins au Cameroun? Le premier problème est l'égal accès aux soins de qualité de même niveau pour toute la population. Ça, c'est le droit du malade, c'est un droit fondamental. Est-ce que notre État peut l'offrir? Je dis oui, il y a un début à travers la CSU. Je crois que nous sommes à la première phase, qui était la phase d'enrôlement, etc. Il y a eu un essai sur 4 régions et qui concernait une certaine tranche de population, les femmes enceintes et les enfants jusqu'à, je crois, 4 ans, pour certaines pathologies. Oui. Ça a été un succès. Mais il faut continuer, il faut l'étendre à tout le pays, mais ça nécessite énormément de moyens. Je crois qu'il y a un projet de loi dans ce sens qui permettrait donc de collecter les fonds parce que ceci nécessite beaucoup d'argent et je pense que ce serait l'unique solution possible d'arriver à fournir des soins de qualité à toutes nos populations, ce qui n'est que justice. La santé étant le premier bien de l'être humain, je crois que c'est l'une des priorités du gouvernement. C'est vrai, je crois que la qualité des soins passe également par la couverture territoriale. C'est-à-dire qu'il faut un maillage total du territoire national en personnel de santé et de qualité. Quel rôle pourrait jouer la diaspora pour une amélioration du système actuel? Je disais que votre question révèle un autre aspect, c'est-à-dire quel pourrait être l'apport de la diaspora dans l'avènement d'une médecine de qualité dans notre pays. Je dis, comme toutes les diasporas, je l'ai dit, je l'ai répété partout où je passe, auprès des autorités, nous avons une diaspora extraordinaire, qu'elle soit en Europe ou en Amérique. J'ai fait 2 tournées aux États-Unis, une en Europe. J'ai dit, effectivement, vous avez raison de dire que notre diaspora fait la fierté à l'extérieur. J'aime souvent prendre l'exemple de l'Inde. Il y a une trentaine d'années, sinon un peu plus, les médecins indiens ont
migré vers les États-Unis. Et quelques années après, ils sont revenus massivement au pays. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Ces Indiens ont été accueillis. Aujourd'hui, l'Inde est la première destination de tourisme médical à travers le monde. Je dis, nous pouvons le devenir. On a une diaspora. Le seul problème, il faut accueillir cette diaspora qui n'attend que cela. Donc moi, je crois que le plaidoyer que nous menons aujourd'hui auprès des autorités, je crois qu'elles comprennent toute la pertinence d'ouvrir largement et d'accueillir dans cette diaspora qui non seulement veut venir apporter son apport sur le plan pratique, mais également sur le plan formation. Oui. Parce que je le dis toujours que la bonne qualité de la médecine commence par la bonne formation des futurs médecins. Donc cette diaspora devrait, et je dis, elle est prête. Elle m'a rassuré qu'elle est prête, sans leur demander de venir apporter leur concours. Donc en réalité, nous avons tout ce qu'il nous faut pour porter notre médecine à un très haut niveau. Comment expliquez-vous la croissance de l'exercice illégal de la médecine et comment luttez-vous contre cela? Je crois que tout est encadré par les textes. Les textes qui créent et organisent la médecine dans notre pays a prévu de très lourdes sanctions contre les tenants de la médecine illégale. Je vais vous surprendre. Je crois que s'il y a floraison de cette médecine parallèle, ça tient à deux causes. La première, c'est la paupérisation généralisée de la population. Parce que quand les gens n'ont pas les moyens de se soigner, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils se débrouillent. La deuxième cause, il y a un laxisme général. Parce que ces personnes qui exercent illégalement sont connues. Elles ont pignon sur rue, on les connaît. Parfois, elles louent des maisons. Les bailleurs sont complices parce qu'elles savent très bien que ce que ces gens font est dangereux. Et je peux vous surprendre, ces bailleurs ne vont jamais consulter chez ces médecins qui sont chez eux. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent très bien que ce ne sont pas des personnes recommandables. Donc, je dis, les deux conjugués, quelle serait la solution? Je dis, la solution est simple. La CSU réglerait totalement ce problème, c'est-à-dire la couverture santé universelle, qui permettrait à chacun de consulter les médecins attitrés, puisque ces féticheurs ne seront pas agréés par la CSU. Donc, je pense que l'avènement de cette CSU réglerait rapidement ce problème. Deuxièmement, il faudrait que la population soit informée, conscientisée, et il faudrait que les autorités jouent leur rôle, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Lorsque nous les sollicitons de nous accompagner, fermer les structures illégales. Donc moi, je pense qu'il y a cela, et ça fait que tout le monde est médecin. Les délégués médicaux, les anciens infirmiers, aides-soignants, chacun ouvre son petit cabinet et a sa clientèle, parce que je dis, c'est pour toutes les bourses. Donc moi, je crois que la solution, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, ce serait la couverture santé universelle, et ensuite que les autorités se réveillent et jouent leur rôle régalien. Comment s'assurer que nos médecins sont bien formés et ont accès à un suivi continu? Bon, là, vous posez vraiment le problème de fond. Je voudrais d'abord revenir un peu à l'histoire. Il y a une quarantaine d'années, l'école camerounaise, il existait bien une école camerounaise de médecine, était la tête de proue dans toute la région Afrique centrale. Nous avions une médecine de qualité, des médecins étaient très bien formés. Je peux même vous surprendre, nos enseignants étaient réclamés à l'extérieur.
Moi-même qui vous parle, je suis un produit de l'école ivoirienne, mais je me souviens, à mes premières années, il y avait des missionnaires, des professeurs missionnaires camerounais qui venaient nous enseigner à Abidjan. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que devant un besoin réel de former davantage de médecins, nous avons multiplié des centres de formation, des écoles de médecine, ce qui était une très bonne chose. Mais j'ai l'impression que nous avons oublié quelque chose d'important, à savoir que la médecine comporte deux pans. Un pan théorique et un pan pratique. Sur le plan pratique, théorique, je n'ai peut-être pas grand-chose à dire. C'est pas ça le plus important. Mais sur le plan pratique, nous restons sur notre faim. Parce qu'il manque des centres de formation pratique de nos jeunes médecins. Normalement, chaque centre de formation devait être adossé à un hôpital d'application qu'on appellerait CHU. Pourquoi? Parce que, en fait, le jeune étudiant qui reçoit des cours le soir, s'il n'a pas bien compris, le lendemain matin, il retrouve son enseignant à l'hôpital. Et c'est vraiment un continuum. Ce n'est pas le cas chez nous. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui vivent à Douala, qui enseignent à Tchang. Donc, ils donnent leurs cours et ils reprennent leur voiture, ils partent. Si le pauvre enfant n'a rien compris, il faudra attendre, je ne sais pas quand. Est-ce que ce professeur reviendra pour pouvoir le rencontrer, peut-être au hasard, dans la cour? Or, si ce professeur résidait à Tchang, avait un service à Tchang, il sera en contact permanent avec ses étudiants. Donc, je dis, c'est une urgence, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse là-dessus. Donc, moi, je pense que les jeunes médecins qui sortent de l'école, c'est la pépinière de la médecine, qu'on se leurre pas. Si la pépinière n'est pas bonne, forcément, le produit final ne sera pas bon. Donc, il faudrait qu'on ait assez de courage pour revoir ce problème de façon très forte. Et moi, j'ai souvent proposé deux solutions. Nous avons 10 facultés et on a un seul centre digne de ce nom d'encadrement, le CHU de Yaoundé. Soit nous créons 9 autres centres d'application, ça coûte extrêmement cher. Pour moi, la deuxième solution serait de ramener les 10 centres de formation à 2. Un centre qui serait donc à Yaoundé, là on a déjà un CHU, et à Douala, où on pourrait créer facilement un CHU. Bon, on pourrait me parler du nombre. J'ai dit, le nombre ne pose aucun problème, parce que aujourd'hui, nous formons environ 700. Mais on peut supposer qu'à Yaoundé, Yaoundé formera 350 et Douala 350. Il suffit d'avoir des gros amphithéâtres et puis le problème est réglé. Mais on aura la chance d'avoir tous les enseignants sur place et avec des centres d'application. Ça, c'est un pan, selon moi, sur lequel la diaspora peut aussi investir pour, entre guillemets, renforcer la création d'un tel centre. Non, moi, je ne vois pas ça en termes d'investissement de la diaspora. Parce qu'un CHU, c'est une machine extrêmement lourde. À titre d'exemple, vous voyez, prenez un pays comme la France, qui n'a qu'un seul centre de formation privé de médecins, c'est la Cato de Lille. C'est dire que former un médecin coûte extrêmement cher. Je crois que l'État peut s'occuper des centres. Mais par contre, là où la diaspora peut intervenir, dans la formation, c'est dans la formation. Et puis j'ai dit, nous avons des compétences énormes. Exactement. Donc, et qui n'attend que d'être sollicité. L'invasion croissante des maladies chroniques font froid dans le dos. Quelles sont les mesures en place pour sensibiliser la population face à cela? Bon, ce que je voulais dire, c'est que le Cameroun n'est pas un désert dans le monde. Ce que vous décrivez, je peux dire que c'est ce que nous voyons dans le monde. Le monde est devenu très, très violent. Il y a une surconsommation de tout. Vous avez parlé des maladies chroniques.
Il y a la plus grave, c'est même pas celle que vous énumérez, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, mais c'est plutôt l'addiction aux psychotropes. Nous avons aujourd'hui une invasion totale de nos écoles par des substances psychotropes, des enfants qui se droguent à l'âge de 10 ans, 15 ans, etc. Je crois que c'est le défi majeur de demain. Bon, maintenant, qui est responsable? Nous sommes tous responsables, les pouvoirs publics qui ne jouent plus son rôle dans les écoles, les entrées, c'est des passoires, c'est des écoles qui n'ont pas de clôture, etc., qui se multiplient, les parents qui ont démissionné, qui rentrent tard, qui ne surveillent pas ce que font les enfants. Bon, bref, je crois que nous sommes tous responsables. Et il y a les médias. Oui. Voilà. Donc, je dis, il y a une violence inouïe si nous ne nous ressaisissons pas tous, parce qu'il est simple de tout mettre sur la tête des pouvoirs publics, mais je dis, nous également, nous devons faire très attention. La deuxième chose, il faudra restaurer, pour ma part, l'éducation civique à l'école, dès le jeune âge. L'hygiène, j'espère que ces cours existent encore, qu'on apprenne, tout s'apprend dès l'enfance. En fait, si l'enfance a été ratée, ce serait difficile de rattraper. Moi, je pense que l'enfant apprend facilement et retient définitivement. Donc moi, je pense que c'est vraiment une action de salut public qui interpelle tout le monde. Quant à l'ordre, l'ordre saisit l'occasion pour attirer l'attention des pouvoirs publics parce que l'une des missions de l'ordre, en dehors de gérer le conseil, la mission disciplinaire, il y a également une mission de santé publique. Nous sommes conseillers de la tutelle en matière de santé. Donc, quand nous sommes sollicités, nous donnons notre avis. Quand il y a des situations alarmantes, on tire sur la sonnette d'alarme. Comment sont encadrées les actions humanitaires faites sur le territoire? Oui, je crois que c'est un problème très, très important que vous abordez, c'est-à-dire les missions. Bon, personnellement, j'aime pas le terme humanitaire parce que je préfère qu'on se limite à mission médicale. Et lorsque nous sommes arrivés aux affaires, c'était vraiment un véritable capharnaüm. Rien n'était réglementé. Et pourtant, la loi camerounaise est très, très claire. Nul ne peut exercer la médecine au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Donc, très rapidement, effectivement, nous avons sorti des mesures que certains n'ont pas compris. Mais à force d'insister, je crois qu'aujourd'hui, les gens comprennent. C'est vrai qu'il y en a qui essaient de passer par les mailles, etc. Mais nous sommes très, très vigilants. Dès que nous voyons passer des flyers, on interpelle soit l'hôpital qui accueille pour les mettre en garde que si jamais nous n'avons pas les dossiers, cette mission est considérée comme illégale et le promoteur est passible de sanction. Ne pensez-vous pas que ces aides extérieures font plus de mal qu'autre chose? Bon, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Aucun pays ne s'est développé par l'aide. Aucun. Oui. Je ne crois pas à l'aide. Je pense que et aucun étranger ne peut venir nous aider à update notre médecine. Je ne crois pas. J'ai dit notre médecine ne pourra se développer que par les Camerounais. Et rien que par les Camerounais. Le plan est simple. Je dis nous avons une diaspora compétente. Je rêve de quoi? Que cette diaspora revienne. Par exemple, je dis n'importe quoi, dans une clinique, on a un chirurgien thoracique de très haut vol, on collige des cas de chirurgie vasculaire, un certain nombre, une dizaine, il vient de temps en temps, travaille dans cette clinique, à côté des chirurgiens vasculaires camerounais qui se font la main. Au bout de 410 missions, ces médecins camerounais se seront suffisamment fait la main pour prendre la main. Et c'est plus intéressant parce que le Camerounais qui arrive, il a à cœur à transmettre. Oui. Or, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient aider pour ne pas rester. Il crée une situation pérenne pour ne jamais partir. Alors que quand c'est un Camerounais, il veut que son frère avance. Exactement. Et lui-même, il peut revenir s'installer. J'ai dit, je ne crois pas
que notre médecine pourra. Je ne crois pas, même en France, la médecine française ne s'est pas développée avec les Turcs ou bien les Allemands ou les Italiens. Non, en Allemagne, c'est pareil. C'est les enfants du pays qui développent leur médecine. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Je ne sais pas qui a mis dans la tête des Africains que on peut les aider à faire les routes, on peut les aider à faire les hôpitaux. Je ne crois pas à l'aide. Je ne crois pas. Ce sont pas des du miettes. tout. On n'a pas besoin d'aide. Nous avons des compétences. Exactement. Nous avons les moyens. On peut faire des pôles d'excellence. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire qu'à Bafsam, on crée un hôpital à visée traumatologique. Oui. À Samelima, on crée un hôpital, je ne sais pas, peut-être pour des maladies sanguines, etc. Vraiment spécialisé. Même encore des centres de recherche, parce que vous avez beaucoup de chercheurs. On crée comme ça des petits pôles à travers le pays, et puis voilà. Et ces grands pôles feront des petits un peu partout. Donc moi, je ne crois pas, je le dis de façon péremptoire, on ne pourra pas se développer avec l'aide extérieure. Je dis non, c'est avec nos enfants. Que faire du fléau des évacuations sanitaires? Est-ce que vous savez ce que ça nous coûte chaque année, les évacuations sanitaires? Des milliards. C'est des milliards d'euros. Déjà à l'État. Maintenant, je vous parle des personnes individuelles, des personnes qui vont vers l'Inde, etc. C'est des tonnes d'argent. Mais si nous avons des pôles d'excellence, c'est-à-dire que si cette diaspora revient, se met dans une structure qui existe et preste la même qualité de soins qu'en Europe, pourquoi est-ce que les gens iraient? Justement. Donc, je ne suis pas pessimiste. Moi, je continue à plaider. Je dis à la diaspora, vous avez de la place. Venez, mettez-vous avec nous qui sommes sur le terrain. Quelle que soit la spécialité, on peut vous orienter vers les structures où vous pouvez travailler. Dans un premier temps, ce n'est pas revenir d'un coup. On peut colliger des cas, surtout dans les affections chroniques, en oncologie, etc. Il y a d'ailleurs un de nos compatriotes qui a eu le courage de créer le premier centre de radiothérapie dans le privé. Et ça marche très bien avec Coco. Bon, c'est quelqu'un qui était installé aux États-Unis. Il aurait pu dire, bon, je mène ma carrière là-bas. Il est revenu. Aujourd'hui, dans la sous-région, il y a pas mal d'évacuations sur le Cameroun pour venir suivre des séances de radiothérapie. Bon, c'est pour ça que je dis, en créant des pôles d'excellence, ces compatriotes de l'extérieur peuvent venir y travailler. Et petit à petit, on va capter tout ce monde qui va vers l'Inde, en Afrique du Sud, dans le Maghreb, etc. Donc moi, je pense que là où l'État ne peut pas le faire, le privé peut leur parler. Selon vous, y a-t-il encore espoir? Non, moi je crois que il y a quelques mois, j'étais ici en Europe, et j'ai rappelé à toute la diaspora quelque chose de très important. L'homme doit être animé par un double devoir de mémoire. Le premier devoir, c'est un devoir de reconnaissance. Le second, c'est un devoir de restitution. Et lorsque je regarde un peu le monde aujourd'hui, je suis surpris que tous les êtres humains partagent ces deux mémoires. Sauf les Africains, noirs du Sud-Sahara. Je le dis fermement. Nous, on s'oublie, là on part. Il y a une formule aujourd'hui, quand galvaude, je suis citoyen du monde, ça ne veut rien dire. On vient de quelque part. Exactement. Et on devrait finir quelque part. Je dis que vous allez aux États-Unis. Tous les Indiens qui y sont rentrent à un moment donné. Les Latino-Américains, ils rentrent. Tous ceux qui viennent là-bas, c'est pour rentrer. Mais nous, on s'oublie. Donc moi, je pense que je vous encourage, vous êtes jeunes, inscrivez-vous dans cette perspective. Vous êtes nés dans une famille, il y a des gens qui vous ont enseigné, il y a des gens qui vous ont aidé un jour à vous montrer la route. Je pense que pour ces personnes, vous avez le devoir de rentrer. Il y a des gens qui vous ont donné des conseils. Vous aussi, vous devez transmettre. Donc moi, je pense que
c'est bon de venir acquérir des connaissances, c'est encore mieux de venir les partager avec les siens. Et je pense que c'est le discours que je tiens. Et je dis, j'ai peur pour cette diaspora qui aujourd'hui regarde leur pays comme la peste. J'ai bien peur pour eux, qu'au soir de leur vie, qui se retrouvent comme un bateau en perdition sur un océan. Parce qu'un homme qui est coupé de sa culture est une coquille vide. Ça, je vous le dis, on le fait peut-être, je ne parle plus en tant que médecin, mais là, un peu comme un philosophe, parce que nous sommes tous des philosophes. Je pense qu'un homme normal doit pouvoir revenir, donner ce qu'il est venu chercher. Nous sommes tous des conquérants, nous allons tous à la chasse, mais un bon chasseur vient partager le gibier avec ses frères. Quelle est la vision de l'Ordre national des médecins du Cameroun pour lutter contre le chômage et la fuite des cerveaux? Bon, je crois que la vision, elle est simple. Hein. Je l'ai toujours dit, tant que l'acteur majeur de la santé, qu'est le médecin, n'est pas bien ni dans sa tête, ni dans son être, il partira. Sur tous les cieux. Ce n'est pas valable seulement au Cameroun. Je dis bien, nous pourrions avoir les meilleurs plateaux techniques du monde, c'est-à-dire au point de vue infrastructure, mais tant que le médecin, qui est l'animateur principal, n'est pas bien, il partira. Être bien, ça veut dire quoi? Être bien payé, très très bien payé. Aujourd'hui, on est surpris que des médecins fonctionnaires quittent l'hôpital, vont dans les structures privées travailler. Ils ont raison. Ils ont 1000 fois raison. Ils gagnent mal. On ne va pas demander à un médecin d'envoyer son enfant à l'école du quartier. Le médecin, c'est quand même la fine crème dans une population. Donc, je dis bien, première chose, il faut que le médecin soit très bien payé, qu'on le rétablisse dans sa dignité. Le médecin camerounais, il y a 40 ans, était la fierté de la nation. Il n'était pas un médecin qui voulait. Et même aujourd'hui, il n'est pas un médecin qui le veut. La nation doit le reconnaître, le réinstaurer dans toute sa dignité et lui permettre de vivre décemment de son art. Parce qu'en réalité, la médecine est un art. Deuxième chose, mon rêve, c'est la formation. Comme je le dis, il faut rapidement corriger l'état que connaît aujourd'hui notre formation et enfin ouvrir la porte à la diaspora pour que effectivement cette diaspora vienne nous aider à améliorer nos prestations, nos plateaux techniques et faire du pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de notre pays une destination de tourisme médical, ne serait-ce que pour la sous-région Afrique centrale et pourquoi pas pour l'Afrique. Donc voilà un peu mon rêve au terme de notre discussion. D'accord, merci beaucoup. En conclusion, avez-vous un dernier mot? En guise de conclusion, je dirais d'abord merci pour cet entretien et dire que nous avons beaucoup d'espoir. Notre médecine sera celle que nous voudrions qu'elle soit. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des hommes et des femmes décidés à améliorer notre système de santé, je crois que nous pourrions le porter au plus haut niveau. Je suis persuadé, et ça à l'adresse de la diaspora, ne désespérez pas, venez vers nous, nous vous attendons, vous serez bien accueillis. Et vous avez le devoir, ne l'oubliez pas, de restituer ce que vous avez reçu.